Test, 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 test. Ok, bah là, du coup, je t'entends sur ton ordi. Donc, je pense que c'est bon. Ok, ok. Bah, donnez dans les questions. Parfait, c'est bon. Ouais. Ok, parfait. Ok, ouais, donc je travaille actuellement à Ribas, donc tout ce qui est Java sur X5, qui est une architecture hardware, donc alternative à x86 et ARM. ARM qui s'est énormément développé avec le Mac M1, avec Graviton 2 et 3 sur AWS. Microsoft qui a annoncé voilà, donc sur tous vos téléphones, c'est principalement de l'ARM. Donc X5, c'est encore une architecture alternative. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, on recrute. Aussi, le code est disponible sur GitHub, donc sur github.com/eliohenry/talkvectorAPI. Si vous êtes en ligne ou si vous êtes en ici, n'hésitez pas à regarder le code en live si ça vous permet de comprendre un peu mieux. Et au niveau dépendance, c'est assez simple, il y a juste Java 18 ou Maven. Ça devrait fonctionner avec des Java plus récents, mais c'est simplement celui-là que j'avais testé. Ok, donc pour le premier problème, je vais parler rapidement du vector.product. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est étant donné deux tableaux. Donc ici, par exemple, c'est des tableaux de double. Donc le tableau X, 1, 2, 3, 4, le Y, 5, 6, 7, 8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier chaque élément. Donc l'élément 0 de X, l'élément 0 de Y. On va les multiplier et on va l'additionner à la multiplication de l'élément 1 de x et de y, etc., jusqu'à l'élément n. Donc ici, ça fait 1 fois 5, plus 2 fois 6, plus 3 fois 7, plus 4 fois 8, et ça fait 70. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé, par exemple, dans la multiplication de matrices, qui est plus ou moins à la base de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc ce genre de choses, et c'est important que ce soit très, très, très rapide. Donc, un peu de code. Donc, comme je vous l'avais expliqué, comment est-ce que ça peut s'implémenter? Donc ici, on va juste faire une implémentation très simple, un peu la première version qu'on puisse faire. Donc, ça va retourner un double déjà. Donc, on va faire double result, c'est égal à 0. Donc, on va i égale 0, i inférieur à n, i plus plus. Après, on va faire simplement rest est égal à l'addition de x times y i. On va simplement retourner rest. Donc ça, c'est vraiment l'implémentation la plus simple qu'on puisse faire. Ça va aussi ça va nous permettre d'avoir un peu une base pour le faire tourner. Et après, on va simplement écrire un petit main avec, comme dit, le double x, double y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va l'exécuter 1 million de fois et on va voir combien de temps ça tourne. Donc ici, hop. Donc, j'ai simplement un petit projet. Il faut pas que c'est statique, simplement que c'est plus simple. Donc là, j'ai juste un petit projet Maven avec 2-3 fichiers, c'est vraiment tout simple. Et du coup, là, on voit que quand je le fais tourner, ça prend environ 0,06 secondes, ce qui est assez rapide. Et ce qui me permet un peu de voir combien de temps ça prend. Donc, par contre, dans ce cas-là, ce qui est un peu bizarre, c'est que le temps qu'on a ici, c'est le temps de lancer la JVM, de l'initialiser, de faire tourner la boucle, que ça compile, etc. Et après, ça nous sort un temps. Donc, ce n'est pas très précis. Donc, si on veut être un peu plus précis, ce qu'on peut faire, simplement prendre le temps juste avant la boucle. On fait la même chose après la boucle. Et on va simplement imprimer sur la command line end minus start divided by 1 million pour que ça nous donne des millisecondes. Donc on va faire tourner et ça nous dit que ça a pris à peu près 3 millisecondes. Donc 3 millisecondes pour faire 1 million de boucles, ouais, ça paraît quand même assez rapide, parce que bon, il faut quand même que ça fasse plein de choses. Il faut quand même que ça fasse ces additions, multiplications 1 million de fois, donc c'est assez rapide. Donc, mais maintenant, le problème qu'on a, c'est que, vous le savez peut-être, mais dans les JVM, il y a beaucoup de types de compilation. Donc, ça va interpréter d'abord, après, ça va compiler au tiers 1, après 2, 3, et ça va jusqu'au tiers 4. Donc, ici, on va prendre en compte tout le temps que ça prend pour exécuter à ces niveaux qui sont un peu inférieurs. Dans une application qui est un peu hot, qui est exécutée depuis un certain temps, on se rendra compte que ça n'interprète plus forcément le code qui est chaud.
Donc ici, ce qu'on peut rapidement faire, c'est qu'on va mettre un warm-up juste avant. Donc on va simplement exécuter le code un peu avant. Et comme ça va s'assurer que le code est chaud, que ça aura compilé jusqu'au tiers le plus haut. Et après, on verra combien de temps ça prend. Ici, ça prend 4 millisecondes. Tiens, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que d'un coup, ça prend un peu plus de temps? Bon, après, c'est peut-être que du bruit, hein. Mais pourquoi est-ce que ça prend juste un peu plus de temps pour exécuter le même code? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Ça m'impresse. OK. Donc, mais du coup, il y a très peu d'allocations dans cette application, puisqu'on voit que ça fait juste une allocation là. Après, ça fait qu'avec des codes ici. Mais je pense que c'est le problème que tu montres, c'est que ouais, comme le résultat n'est pas utilisé, en fait, le compilateur est suffisamment intelligent pour dire ton résultat n'est pas utilisé, donc je peux simplement enlever. En fait, ça n'a aucun effet. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux simplement le sauvegarder dans une variable temporaire, 0. C'est magique. Ah oui. Oui. Alors, attends. Ça, plus. Je vais y arriver, hein. Plus. Res. Multiplie plus. Fcoding, c'est dur. Donc ici, on voit que ça fait toujours 4 millisecondes. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on augmente un peu le temps? Le warm-up, il n'est pas utilisé. Le warm-up n'est pas utilisé non plus. Mais en fait, l'interpréteur, les tiers un peu plus bas de JVM ne sont pas forcément suffisamment avancés pour se dire je ne l'utilise pas, donc je peux enlever le code qui est mort. Ça, en général, c'est quand même une optimisation qui vient dans les tiers un peu plus tard, avec C2 en fait. C1, je suis pas sûr. Peut-être qu'il le fait, et interpréteur, c'est quand même sûr qu'il le fait pas. Il faut mettre le log de compilation. Exactement. Mais écoute, on va... Parce que de toute manière, on s'en fout un peu des résultats. Ici, on voit bien que ça prend 14 millisecondes. Donc maintenant que le résultat est utilisé, ça va un peu plus lentement. Si on fait maintenant 100 fois plus long, qu'est-ce que ça va faire? 87 millisecondes. Donc là, c'est intéressant aussi parce que ça prenait 4 millisecondes de début avec 1 million d'éléments. Avec 100 millions d'éléments, ça prend même pas 100 fois plus de temps. Ça prend que 20 fois plus de temps. Donc là, on voit bien que c'est le JIT kick in et du coup, le plus haut tiers est capable d'optimiser mieux, quoi. Mais du coup, je suis pas très content quand même de cette solution parce que c'est un peu start, end. Là, on a multiplié par 100, on n'arrivait pas vraiment au résultat qu'on voulait. C'est un peu fragile. Donc, c'est là où il y a vraiment GMH qui vient en compte et qui permet de faire des trucs quand même vachement plus fancy, vachement plus mieux. Donc, pour revenir rapidement à la présentation. Donc, qu'est-ce que GMH? GMH est un projet qui a été contribué à l'OpenJDK il y a quelques années, par Alexis Shipilev. Et du coup, GMH est Java Microharness for building, running, and analyzing nano, macro, milli, macro benchmarks between Java and other languages targeting the JVM. En gros, ça vous permet d'écrire des benchmarks et ça va vous faire tout ce qui est autour. Ça va vous faire le warm-up, ça va vous faire des temps d'itération, ça va vous faire des forks, ou ça va vous permettre d'exécuter dans des process qui font moins de choses, mais juste le benchmark que vous voulez, comme ça il y a moins de bruit. Ça va vous permettre de faire ça de manière plusieurs fois. Ça va vous récupérer, est-ce que vous voulez le nombre d'opérations par milliseconde, le nombre de millisecondes par opération. Ça va vous faire des moyennes, ça va vous faire des latences, ça va faire des profilers. C'est un peu magique en fait, ça vous fait plein de choses, donc c'est génial. Donc pour intégrer à votre projet, c'est assez facile. Il y a un archetype Maven qui vous permet de générer le code. Donc ça, c'est l'archetype que j'ai utilisé pour générer pour cette présentation. Et après, pour le faire tourner, vous avez simplement à faire un Maven clean package, Java jar, ça va vous générer un jar benchmarks.jar. Et ce jar-là contiendra à la fois le code de votre application et le code des benchmarks. Et du coup, ça peut être shippé sur notre machine et très facilement tourné sur différentes plateformes, sur tout ça.
Donc, revenons à notre application. Donc ici, j'ai un petit benchmark GMH, donc .product benchmark. Je dis que je vais faire tourner un n que j'ai initialisé à 100 000. Ce paramètre, je peux le set sur la command line, sur la chambre pratique. Quand je setup, je vais simplement allouer un... Donc ça, c'est une petite méthode que je me suis écrite, mais c'est tout simple. Hein. Ça alloue un tableau de double de taille n. Ça le remplit de nombres aléatoires. Et après, j'ai mon benchmark où je vais simplement faire .product.scalar avec mon x, mon y et mon n. Et ça va taper ce code-là normal. Donc là, hop, je fais target benchmarks. Donc là, ça c'est pour plus tard. .products. Donc ici, hop, qu'est-ce que ça fait? Donc là, ça a buildé, c'est ma veine en habitude. Et après, on peut voir que ça lance GMH. On peut voir sur quelle version du JDK je suis sur 18.02. On peut voir quelques paramètres que j'ai passés à la JVM. Et là, on va voir que ça va faire 2 iterations de warm-up, de 5 secondes chacune. Et que ça va me faire une iteration de measurement. Et donc, mon n égale 100 000 qu'on retrouve. Et après, on voit qu'il y a eu une more iteration de 12 opérations par milliseconde. 1, 2, et après iteration. Donc, les warm-up, bien sûr, ça n'est pas pris en compte dans tout ce qui est calcul de moyenne, etc., parce que c'est vraiment juste du warm-up. Donc, voilà. Et après, comme je vous avais mentionné, ça supporte des profilers. Donc, par exemple, la profiler, donc, je vais revenir après, un peu d'assembleur, ça fait toujours du bien. Et ça vous permet, par exemple, là, de faire tourner perf, qui est le profiler du kernel Linux, donc intégré au kernel Linux et qui est quand même très, très, très précis et qui ne souffre de moins de bias que beaucoup d'autres profilers, mais ça, c'est Datadog. Ils ont la meilleure tech profiler. Voilà. Et à la fin, vous pouvez voir qu'on a une moyenne, etc. Et tout ça, c'est plus ou moins automatique. Comme dit, tout ce que j'ai eu à écrire, c'est ces petites fonctions. Et j'ai tous ces trucs-là, donc c'est quand même assez magique. Donc, regardons d'un peu plus près l'assembleur, pour voir un peu, parce qu'assembleur, au final, qu'est-ce que c'est? C'est le langage que la machine va exécuter, et du coup, c'est le langage que, si on veut que la machine l'exécute plus vite, c'est ça qu'il va falloir optimiser la génération de ce code. N'ayez pas peur, c'est assez simple au final. Hein. Vous voyez, il y a les move, il y a les mul et il y a les add. On retrouve quand même très fortement, on peut reconnaître quand même très facilement la multiplication qu'il y a ici et l'addition qu'il y a là. Et on voit que ça va charger d'une adresse en mémoire, ça va le stocker dans un registre, et après, ça va multiplier, le stocker dans un autre registre, et après, on va voir que ça va faire des additions. Donc là, quelque chose d'intéressant, c'est que déjà, on avait une boucle avec une seule opération par boucle, mais là, on peut voir que ça en fait plein, en fait, parce que il y a un jump à la fin, qui n'est pas là du coup. S'il est là, il est jump. En gros, on va répéter cette loop pour une certaine nombre d'itérations. Et après, on va retourner au début, ici. Donc, on voit en fait qu'il y a eu une optimisation qui s'appelle du loop unrolling. Donc, en fait, la JVM va être assez intelligente pour dire, plutôt que de faire une seule opération par loop, je vais exécuter par exemple 8 opérations par loop. Je vais littéralement prendre la loop et le unroll. Et ça va me permettre de potentiellement d'avoir plus de réduire l'overhead de la loop, etc. Là, ce qui se passe, c'est qu'il va le faire 8 fois. Donc voilà, donc ça, 12 opérations par milliseconde, c'est un peu notre baseline. Donc, la deuxième chose que je vais essayer de faire, c'est déjà de répliquer ce que le compilateur fait, donc le loop unrolling, et vérifier si on ne peut pas faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Donc déjà, comment est-ce que je vais faire ça? Donc, je vais mettre ça ici. Après, je vais exécuter ma loop un certain nombre de fois. Donc là, j'ai juste un petit utility aussi qui me permet de calculer quelle est la valeur maximale. On va faire 8 opérations à la fois et on va simplement faire ça. Juste pour une première itération. 4, 5, 6, 7, 8. Plus 0. Et après, on va faire simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Donc là, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on répète ce que le compilateur fait et on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Donc, là, ce qu'on se rend compte, c'est que déjà, l'addition étant, c'est quoi, c'est pas cumulative, c'est commutative, et ben on peut faire une petite optimisation. C'est que on se rend compte ici qu'on met tout dans la même variable, sauf qu'on n'a pas besoin, parce que on peut réorganiser les additions. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, hop, on va copier ça. Ça. Voilà. Et après, c'est le VS Code est quand même assez magique pour tout ce qui est multicurseur, mais ça ne marche pas toujours. Donc là, ce qu'on va se rendre compte, en fait, c'est qu'on a simplement un peu distribué l'addition et qu'on va le retrouver juste après. Et voyons voir qu'est-ce qu'on a comme augmentation des performances. Non, alors, bonne question. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on enlève la loupe à la fin? En fait, le problème, c'est qu'on n'a aucune idée quelle est la valeur de n. On ne sait pas combien d'éléments on a. Donc, si c'est un multiple de 8, génial. On n'a pas besoin. Sauf que si ce n'est pas un multiple de 8, eh ben, en fait, on va dépasser. Donc, soit on va oublier des éléments à la fin, soit on va faire un out of bound. Et du coup, il y a un problème. Donc là, le loop bound, ça va simplement dire, si par exemple j'ai n égale 12, et ben là, il va me dire, loop bound pour une valeur de 8, ça va être 8, en fait. Ça va me dire, il ne faut pas que je traite plus de 8 éléments sur mon truc. Si par exemple j'ai 24 éléments, et ben, ça va me dire, loop bound c'est 24, parce que c'est 3 fois 8, c'est parfait, c'est génial. Et du coup, là, ça, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est dans le benchmark support, il y a une petite classe loop bound qui est là. Donc, simplement une petite opération mathématique, c'est pas. Voilà. Donc, voyons à quel point c'est plus rapide. Alors, par contre, il va falloir que je le renomme. Hop. Donc, pareil, là, j'ai mon petit benchmark, c'est magique, je peux l'utiliser. Et du coup, là, je vais toujours exécuter .product. Là, ça compile. Ça fait tourner mon premier, donc ça va prendre à peu près 30 secondes pour faire tourner le tout. Juste comme ça, un petit sondage. Vous pensez que ce sera combien de fois plus rapide? Et si ce sera plus rapide ou pas? S'il avait déjà plus ou moins déjà fait ça, ça ne devrait pas changer, voire pire. Parce que du coup, il ne peut pas reconnaître le pattern d'une boucle sans. Ok. Ça peut se défendre. On va voir. Donc avant, on était à peu près à 12. Là, on est à 28. Du coup, on est à peu près 2 fois et demi plus rapide. Donc c'est là où c'est de l'intéressant. Pourquoi est-ce que c'est plus rapide? Du coup, là, ce qu'il faut, c'est si on regarde l'assembleur, on va se rendre compte que en fait, il n'était pas assez intelligent pour dire qu'il faisait toujours un res plus equal. Il ne faisait pas un res 0 plus equal, res 1 plus equal, res 2 plus equal. Donc, en fait, le add, celui-là d'avant, entre guillemets, il mettait toujours dans le même registre. Donc là, il y a 0, 1, 2, mais vous voyez que quelquefois, il prend de 2, il met de nouveau. De 2, il met dans 1, de 1, il met dans 0. Mais en gros, ça met toujours dans le même registre. Il essayait d'être un peu intelligent et de dire, si, voilà, mais il n'arrivait jamais à aller jusqu'à, si je peux mettre dans 8 variables différentes, puisque justement, l'addition est commutative. Alors que pour la deuxième version, pour le add, là, on voit qu'il a dans 9, là, il a dans 3, dans 8, dans 4, dans 5, dans 6, dans 7, etc. Donc, en fait, comme on a dans différents registres, la machine est capable avec l'exécution out of order, la machine est capable de paralléliser de manière beaucoup plus importante et d'utiliser plus le hardware qui est disponible. Donc là, ça nous permet d'avoir une accélération de 2 fois et demi. Si je peux me permettre de précision, en fait, du coup, en fait, on enlève la data dependency qu'on a en fait sur le reste. Parce qu'en fait, dans l'algo de base, dans le reste, donc effectivement, il va garder la dependency en fait sur la variable de résultat. Et donc à chaque
tour de boucle, en fait, globalement, il va attendre que le résultat soit dedans pour faire le reste. Alors que si tu déploies, si tu l'enrôles sur 8 avec des résultats complètement différents, qui sont complètement décorrélés, en fait, lui, il va pouvoir faire les 8 en parallèle quasiment. Alors, pas tout à fait, parce que ça dépend du nombre de ports qu'il y a sur le CPU pour faire l'exécution de l'opération, mais il va pouvoir vraiment le paralléliser en termes de cycle directement sur chacune des opérations, parce que la valeur de retour est absolument décorrélée. Parce que ouais, un CPU moderne en général a, je sais pas, 3 ou 4 ports d'addition. Donc, il est capable de faire 3 ou 4 additions en parallèle sur le même cœur. Hyperthreading partage ça, mais ça, c'est un autre problème. Et du coup, s'il y a 4 additions qui ont différents registres de destination, la machine est capable de le faire dans le même cycle, alors que si ça utilise le même registre de destination, il n'est pas capable de le faire dans le même cycle. Du coup, c'est pour ça qu'on observe ce genre d'accélération. Donc, là, on a un relais de 8. Et qu'est-ce qui se passe si on a un rôle de beaucoup plus? Alors, je vais copier-coller parce que ça fait quand même beaucoup de unrolling. Mais si on unroll 32 fois, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, en fait, on fait exactement la même chose. Hein. On a appelé sum ici, mais on fait la même chose. On va simplement le unroller 32 fois. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être plus rapide ou pas? Qui pense que ce sera plus rapide par lever de main? Personne. D'accord. Bon, ok. Vous n'avez pas qu'on demande tard. Product, scalar, annual. Donc là, je précise juste lesquels je vais faire tourner. Comme tous les systèmes, quand on augmente trop un nombre, il y a un moment donné, c'est moins efficace. Donc, je ne sais pas si là, on le dépasse ou pas, mais il y a forcément une limite. Il y a une limite. Et est-ce que... Pour rebondir sur ce qu'a dit Ludo tout à l'heure, c'est que comme on sait qu'il y a des additions, on peut en faire 3 ou 4 en parallèle. Peut-être que justement, ça va être ça qui va être notre contention et qui va nous limiter en fait sur la parallélisation et ce qu'on va pouvoir optimiser. Alors, c'est encore plus insidieux que ça, mais vous allez voir. Ce n'est pas le nombre d'additions qu'on peut faire en parallèle qui va être le problème. Multiplication. Ce n'est pas le nombre d'instructions qu'on peut... D'accord ? La lecture des valeurs. La lecture des valeurs, pire que ça. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, on était à 28. Là, on n'est pas 3 fois ou 4 fois plus rapide, parce que voilà. Et du coup, ce qu'on peut noter ici, c'est que, c'est pas très clair parce qu'il y a beaucoup d'annotations, mais ici, on charge en mémoire et on le stocke dans le registre. Et les seules opérations où on va taper dans la mémoire, ça va être pour charger des valeurs. Donc, charger des valeurs de X et de Y. Voilà. Sauf que quand on fait ça, en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que la machine, elle a une limitée de registres. Donc là, un x86, c'est à quoi ça? 16 registres, un truc comme ça? Non, 16 registres généraux, après il y a les registres de... Voilà. Ceux-là, il y en a que 16. Les registres de vecteurs, parce que là, ou les vecteurs / floating point, il n'y en a que 16. Donc là, avant, on en utilisait 16 à peu près. Ouais. Sauf que là, avec unrolling a lot, on utilise au moins 32 pour les variables locales. Plus, il faut charger en mémoire pour le mettre dans un registre pour faire quelque chose avec, etc. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a ce qui s'appelle du spilling. Donc, c'est-à-dire que pour une valeur où on ne peut plus la stocker en registre parce qu'on a besoin du registre pour autre chose, on va simplement le stocker en mémoire. En général, c'est un stack parce que c'est la zone mémoire la plus facile d'accès. Et on va le recharger depuis la stack dans un registre quand on aura besoin de nouveau. Donc, par exemple, là, c'est ce qu'on voit ici. On voit qu'on va stocker dans XMM2 la valeur qui était à pointeur de la stack. Donc là, on voit que c'est juste pointeur à la stack. Et là, on voit exactement l'inverse, en fait. On prend le registre et on le stocke sur la stack. Est-ce que tout le monde a compris? OK. Donc, une autre manière d'observer exactement la même chose, mais pas avec l'assembleur, parce que l'assembleur, c'est cool, mais c'est pas toujours facile à lire. Je vais en faire qu'une raw iteration. Malgré ça, le log, il fait quand même 28 millisecondes. Il fait à peu près la même performance. Donc, le CPU est quand même suffisamment rapide mais c'est plus aléatoire. J'ai déjà observé que les résultats sont plus aléatoires que x28, que x26, que x... Voilà. Alors que l'autre où on unroll, mais juste à 8,
c'est beaucoup plus régulier parce que du coup, en fait, il n'y a pas ce bruit. Donc, une autre manière un peu de le visualiser, je vais attendre que ça finisse parce que c'est un peu imbitable là. Alors, ici, on va juste le comparer. Alors, hop. Alors, si vous me permettez, je vais juste dézoomer un tout petit peu juste pour cette observation. Est-ce que c'est pas trop petit? Vous avez toujours à lire ou pas? Ok. Alors, donc qu'est-ce que c'est que ce profiler? Alors, ce profiler, ça utilise toujours perf, qui est donc intégré au Linux, mais ça ne va pas nous donner exactement quelles instructions sont utilisées, mais ça va nous donner un peu des informations à propos de comment est-ce que le CPU est exécuté. Donc, par exemple, ici, combien de cycles par instruction en moyenne est-ce qu'il y a eu? Ici, pareil, combien d'instructions par cycle? C'est l'inverse. Là, combien de chargements depuis le cache L1? Ici, depuis le last level cache, combien est-ce qu'il y a eu de branch misses? Combien est-ce qu'il y a eu de cycle? Combien est-ce qu'il y a eu de load et de store sur les TLB, sur les data TLB? Combien il y a eu d'instructions? Ça permet juste d'avoir des chiffres un peu plus différents que juste de l'assembleur, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, à droite, on a la version qui enroll à 32 et à gauche, on a la version qui enroll à 8. Du coup, 8, on va voir. Donc, qu'est-ce qui est différent? Donc, le CPI est sensiblement le même. Alors, il y a un peu plus de IPC, ce qui est logique parce qu'on a à peu près le même résultat, mais il y a plus d'instructions. Donc, c'est un peu logique qu'il y a plus d'instructions par cycle. Il est capable d'en exécuter plus, mais même si avoir beaucoup d'instructions par cycle, c'est bien, mais c'est bien s'il n'y a pas beaucoup d'instructions. Parce que plus il y a d'instructions, plus il y a d'instructions exécutées, du coup, plus ça prend de temps en tout. On voit par exemple à la fin que là, il y a eu 470 000 instructions d'exécuter, alors que là, il n'y en a eu que 351 000. Donc, c'est pour ça que ça prend le même temps, mais simplement, il y en a un qui exécute plus d'instructions. Donc, on voit qu'au niveau du cache de charger depuis le data cache au niveau L1, on a sensiblement le même nombre d'opérations. Donc là, il y en a un peu plus. Là, par contre, on voit que à gauche, il n'y a quasiment pas de store. Parce que de nouveau, hein, on charge de mémoire, on met dans un registre, et on va le prendre dans un registre dans la mémoire qu'à la fin, qu'une fois qu'on a fini, en fait, qu'une fois qu'on a tout calculé et qu'on est prêt à retourner en fait la valeur. Alors qu'à droite, on a vu à cause du spilling, il y a énormément de store. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut observer directement dans ces chiffres. On voit qu'on branch ici, c'est à peu près la même chose, le nombre de branches un peu plus à gauche, simplement parce que il y en a à peu près 3 fois plus à gauche, parce qu'à gauche, on enroll à peu près 4 fois plus à gauche. À gauche, on enroll à 8, à droite, on enroll à 32. Donc, il est capable de faire 4 fois moins de branches à droite, parce qu'il y a 4 fois moins d'itérations de loop. Pareil, là, on voit que des stores, il y en a beaucoup plus à droite, même s'il y a très peu de miss. Mais ce qui coûte moins cher de faire quelque chose de pas cher, c'est juste de pas le faire, en fait. Donc, même s'il y a très peu de miss, simplement ne pas les faire, ça permet d'aller plus vite. C'est quoi des store miss? Store miss, c'est en fait pour qu'une variable puisse être stockée en mémoire. Alors, les machines, donc pour les caches, ils utilisent ce qui s'appelle une cache line, qui est en général 64 bytes, 512 bits. Et du coup, quand tu stores, par exemple, un double de 64 bits, en fait, il doit d'abord charger depuis la mémoire cette zone de 64 bytes pour pouvoir stocker la valeur de ton double, par exemple. En fait, il est obligé de faire ça parce qu'il ne sait pas si un autre CPU, en fait, s'il écrit sur cette même pas forcément cette même adresse, mais l'adresse d'à côté, si ça partage la cache line, en fait, c'est aligné sur 164 bytes. Hein. Si tu le partages, en fait, pour des questions de cache et d'optimisation, ça va être chargé dans le cache du CPU. Mais sauf que si deux CPU écrivent dans la même cache line, il va falloir qu'ils se mettent d'accord sur quelle est la valeur de la cache line, en fait. Donc, store miss, en fait, c'est qu'il essaye de stocker quelque chose à une adresse, mais cette adresse, en fait, n'est pas encore dans le cache. Donc, d'abord, il doit charger la cache line depuis la mémoire dans le cache, et après, il peut stocker. Donc, un store miss, en fait, c'est quand cette cache line n'était pas encore dans le cache. Il a besoin de faire un read avant de faire le... Exactement.
non. Bon. Il y a juste le. Si tu te rappelles ce que c'était le mot de passe? 10. Je ne vais pas lire au vote. En plus, je n'ai pas l'habitude des claviers. Pardon, je n'ai pas l'habitude des claviers français et je ne me souviens plus de la place. Donc voilà, malgré le fait que on a beaucoup enrôlé, ce n'était pas forcément bénéfique. On a vu que les résultats n'étaient pas forcément meilleurs. Et il y a juste, en fait, le CPU fait plus de choses. Et maintenant, on comprend du coup pourquoi. OK, donc juste pour récapituler, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la dépendance de données, je vais retourner à mes slides, donc unrolé, ça peut être plus rapide parce qu'on a augmenté le paramètre de données, donc ce REST0, REST1, REST2, etc. En fait, on a permis au CPU d'exécuter sur plus de choses en parallèle, mais on n'opère que sur une seule valeur à la fois. Si on revient très rapidement à l'assembleur généré, en fait, on voit que ces instructions ici, malgré qu'elles commencent par V, ce ne sont pas des opérations vectorisées parce qu'elles finissent par SD. C'est la mnémonique Intel, il ne faut pas poser de questions. Mais en gros, SD, c'est singular double. Single double, en gros. Donc en fait, ça n'opère que sur une valeur à la fois. Donc, c'est là où le principe de Vector API et du coup de SIMD rentre en jeu. Donc, qu'est-ce que c'est SIMD? C'est des instructions qui permettent d'opérer sur plusieurs valeurs à la fois. Donc, ça veut dire single instruction, donc une seule instruction dépend de plusieurs données. Donc ici, par exemple, dans ce cas-là, donc en revenant avec notre exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a XMM1 et XMM2 qui sont donc un registre de taille 256 bits sur Intel, où on a chargé nos valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et avec une seule instruction, on est capable de multiplier les deux. Donc on va faire 1 fois 5, ça va arriver dans le premier truc. On va faire 2 fois 6, ça va arriver dans le deuxième slot. 3 fois 7 va arriver dans le troisième slot. 4 fois 8 va arriver dans le quatrième slot. Donc en fait, ça permet simplement et c'est une seule instruction. Donc ça supporte beaucoup d'opérations, bien sûr, la multiplication, addition, etc. Pour une référence un peu complète, donc dans les slides, vous avez, que j'enverrai à JB après, vous avez la référence des opérations vecteurs dans Java. Vous avez l'ensemble des instructions x86 données par Intel. Vous avez l'ensemble des instructions par ARM. Il faudrait que je rajoute la liste de RISC-V, mais il y a aussi, bien sûr, des instructions vectorisées. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise dans Java? Donc, c'est là où l'API de Java Vector API rentre en jeu. Donc, elle est tellement plus facile d'utiliser que l'assembleur ou que la version C++. Je n'ai pas envie de vous faire saigner les yeux, donc je ne vais pas forcément vous montrer, mais on a déjà vu les instructions d'assembleur. Elle a été premièrement introduite dans Java 16, avec Jet 338. Après, il y a eu des évolutions. Elle est encore en incubateur. Et elle le sera encore pour un certain temps pour des raisons multiples. Mais à chaque version, plus ou moins, elle s'améliore un peu, elle est un peu plus rapide, elle supporte plus de performance, etc. L'API est quand même relativement stable. Donc, si vous l'utilisez pour accélérer des choses très précises, c'est quand même assez safe à utiliser. Donc, revenons à notre exemple de .product et voyons voir comment est-ce qu'on peut l'accélérer. Donc, juste pour me faciliter la tâche, je vais copier le scalar enroll. Donc, scalar enroll, c'est un peu notre nouvelle baseline parce qu'on sait que c'est la plus rapide qu'on a. Donc, voilà. Donc là, je vais juste appeler vector. Donc, la signature ne change pas. C'est-à-dire que d'un point de vue externe, ça ne change rien. C'est complètement d'un point de vue implémentation. Je vais avoir donc ce qui s'appelle un double vector. Double vector spaceship. Pour éviter les typos, je vais copier-coller ça. Je vais expliquer. Oui. Donc là, je vais définir ce qu'on appelle une vector species. En fait, vector species, c'est simplement décrire quelle est la taille du vecteur. Donc le vecteur, c'est quelle est la taille en bits supportée par la machine et quel est le type. Donc ça va être un vecteur de double, un vecteur de int, un vecteur de float, un vecteur de... Voilà. Les vecteurs ne peuvent être que des types primitifs. Donc byte, short, int, long, char, les types primitifs Java. Ça ne peut pas être des objets, ça ne peut pas être d'autres choses. Ça ne peut pas être des références non plus. Donc ici, je dis simplement
bah, donne-moi un type de vecteur qui est la taille maximale supportée par la machine sur laquelle je vais tourner. Donc, de nouveau, hein, Java, tout est dynamique, donc ça peut s'adapter. Et voilà. Il y a d'autres modes, on le verra un peu après, mais par exemple, on peut dire 256. Donc là, on dit, bah, donne-moi la species qui a 256 bits, pas bytes, bits de type double vector. Donc ça, c'est utile si on veut savoir exactement combien il y a d'éléments dans son... Voilà. Donc, j'ai mon VRS qui est égal à doublevector.0 et voilà, donc je dis que c'est cette taille-là. Donc ça va remplacer ça. Je vais faire loop bound, je vais dire dmax.length. Donc ça va être la taille en nombre d'éléments. Donc je sais que c'est un double vector. Je sais que sur la machine sur laquelle je tourne, j'ai des vecteurs de taille 256 bits. Donc je peux en déduire que bah, là, dmax length, ce sera à 8. Mais ça, du coup, ça permet de s'adapter automatiquement. dmax.length. Voilà. Hop. Après, donc là, comment est-ce que je charge mon x? Donc, double vector vx equals double vector.fromArray. Je dis que c'est un type dmax. Je dis que je le charge depuis x et je dis que je le charge à partir de l'index i. Pareil, là, je vais faire sur y. Hop. Donc là, en fait, là, je me suis chargé de vecteurs, donc vecteurs qui vont avoir plusieurs valeurs, en fait. Donc voilà. Et après, je me dis mon VRS est égal à VRS.add Vx.multiply Vy. Alors, Java ne supporte pas le operator overloading, donc on ne peut pas simplement dire plus fois machin que ça, c'est vraiment que pour les types primitifs. Un vecteur n'est pas un type primitif, donc on est obligé d'utiliser simplement ces fonctions-là. Et ce qui fait que quand vous allez voir la référence de l'API, Vector API, voilà, bah vous verrez en fait, c'est les méthodes en fait. Et ces méthodes vont être automatiquement compilées en opération vectorisée, mais ça c'est Hotspot qui s'occupe de tout ça. Donc là, hop, on a un peu la même structure qu'on avait avant, et là, on va simplement dire, bah, je veux additionner l'ensemble des... Donc, dans la nomenclature Java, un vecteur est composé de lane. Chaque lane est une valeur, en fait, là est un double. Et du coup, bah, là, je dis que je fais un reduce sur les lanes en faisant une addition de toutes les valeurs. Donc là, ça va simplement faire lane 0 plus lane 1 plus lane 2 plus etc. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Hop. Voyons voir à quel point c'est plus rapide. Donc là, on va dire que je vais faire tourner scalar ou vector unroll. On ne va pas faire tourner les versions a lot parce que c'est trop lent. Et on va regarder le code ASM généré. J'espère que pas de problème de combinaison. Parfait. Pas de problème de combinaison. Donc là, on est sur la version scalar unroll. On devrait arriver à 28, 27, 28 comme on était avant. Ça n'aurait pas changé. Oui. Ne pas oublier de enable son benchmark à côté. Ah non, ça n'a pas marché. Ça. Parce qu'on n'a pas de version unroll de la version vectorisée. Ouais. Donc là, ça va tourner la version code. Ouais, allez. Alors, scalar unroll ou vector. Là, c'est bon. Donc, la scalar unroll. Ce code, vous devriez plus ou moins le connaître déjà. Voilà, 28 à peu près. Donc, comme on avait vu avant, Vmul SD avec des registres XMM. Voilà. Et là, on voit déjà 42 sur le warm-up, 47 sur la version warm-up, donc on voit que c'est quand même déjà beaucoup plus rapide. Et donc, voyons comment est-ce que c'est différent. Donc déjà, là, on voit que ça finit par PID, plus SD.
Donc ça veut dire que c'est vraiment vectorisé. Et aussi, on voit qu'on n'utilise pas des registres XMM, mais des registres YMM. Donc la différence sur ça, mais ça c'est l'assembleur Intel ou x86. Les registres XMM sont des registres de 128 bits qui peuvent être aussi utilisés pour des opérations sur des nombres flottants. YMM, ça va être des registres de 256 bits. Et après, avec l'introduction de AVX 512, bon, ça fait quelques temps que ça existe, mais voilà, les registres sont appelés ZMM. Ce sont des registres de 512 bits. Donc là, on voit que c'est à peu près exactement les mêmes opérations. Hein. On a le vmon, vmove et à la fin les viad. On a exactement la même chose ici où en fait, on additionne dans le même registre. Donc on va voir après comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Donc on n'a pas de... Ici, Hotspot n'essaie même pas de faire des trucs un peu fancy où il essaie de se garder dans d'autres registres. Il ne le fait pas, il n'y arrive juste pas. Et on voit que c'est beaucoup plus rapide. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que la mémoire est utilisée différemment ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le sens, ce qu'on avait vu avec les caches, avec tout ça, est-ce que vous pensez qu'on aura un peu le même, des grosses différences au niveau des valeurs? Pardon? Ouais, ça peut être, ouais. Alors, voyons voir. Alors, hop, escalement. On va mettre la version de baseline à gauche et la version vectorisée à droite. Donc là, on retourne, on voit déjà, le instruction per cycle est beaucoup plus faible à droite. D'accord. Comment est-ce qu'on va faire? Je sais pas si c'est... Ouais. Voilà. Attends, du coup, on va rajouter le même nombre de lignes à droite, parce que la gauche, ça va être lourd. Donc, on voit que déjà, il y a beaucoup moins d'instructions deux fois moins à peu près d'instructions qui sont exécutées par cycle avec la version vectorisée, mais on est quand même beaucoup plus rapide. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins d'instructions, mais elles sont généralement plus rapides. On a à peu près le même nombre de load miss, ce qui n'est pas illogique. Mais par contre, comme tu l'as mentionné, on a littéralement 4 fois moins de cache load. Donc voilà. Cache store est à peu près la même chose. Last of all cache loads, pareil, là on en a beaucoup plus à droite. Voilà. Et après, pareil, les DT et LB loads, ça match à peu près ce qu'on avait vu. Et comme on voit à droite, de nouveau, il y a beaucoup moins d'instructions, mais elles sont beaucoup plus efficaces chacune. Donc c'est pour ça que chaque instruction met plus de temps à s'exécuter, mais il y a tellement moins d'instructions que ça vaut le coup. OK. Du coup, j'aurais une question. Oui, s'il te plaît. Pourquoi quand on est en non vectorisé sur l'algo, pourquoi Hotspot va utiliser quand même des registres d'instructions vectorisées, même s'il n'utilise qu'une seule valeur à l'intérieur du vecteur? Parce que ces registres peuvent être utilisés à la fois pour des vecteurs, mais aussi pour des valeurs flottantes. Ça permet en fait d'avoir accès à plus de registres. Pourquoi ne pas utiliser les registres classiques flottants, quoi, non vectorisés? Alors, je sais. Alors déjà, je peux. Comment dire? C'est pas une nécessité et ça permet de ne pas utiliser les registres généraux. Je ne sais pas si toi tu sais. Oui, d'accord. Tu vas libérer des registres généraux pour autre chose et ça permet de faire ça. Okay. Parce qu'après, je ne suis pas certain que toutes les instructions peuvent accéder à ces registres flottants. Et je ne suis pas sûr. Et inversement. C'est-à-dire que ces registres flottants ou vectorisés ne peuvent pas forcément être utilisés par toutes les instructions normales. Par exemple, un simple move, un simple add, je ne sais pas si elles peuvent utiliser je ne crois pas qu'elles peuvent utiliser les registres flottants. Oui, s'il vous plaît. Dans la version vectorisée, le chargement, la lecture des valeurs pour remplir le vecteur, ouais. Le Y, le registre Y machin, ouais. Il est fait valeur par valeur ou il est fait en une seule instruction? Il est fait en une seule instruction.
Et par exemple, ici, l'instruction vmove dqu, c'est qu'elle va charger 256 bits de valeur depuis l'adresse de base et qu'elle va le mettre dans le registre. Alors, elle ne sait pas ce qu'elle charge, elle sait simplement qu'elle charge 256 bits. Okay. Ça marche parce qu'on était dans un tableau avant. Exactement. Qu'elle soit continue, du coup. Voilà. Okay. Je ne parle pas assez bien l'assembleur pour le lire aussi vite que toi. Donc... Non, absolument. Oui. Mais ça lit vraiment des tableaux contigus. On ne va pas le voir dans cette présentation, mais dans AVX 512, ils ont introduit un peu le concept de masque et de dire charge simplement. C'est toujours des valeurs contiguës, mais ça veut dire charge pas la première, charge la deuxième, pas la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, mais pas la septième, etc. Tu as des masques en fait, 0, 1, et tu te dis est-ce que ça charge ou pas. Et ça, par exemple, c'est utilisé pour, par exemple, là, je suis obligé de faire un peu la loop après, qui permet de gérer ici, dans le premier cas ici, de gérer en général moins de 8 éléments, parce qu'on va gérer le maximum jusqu'à qui est moins de 8 en fait. Sauf que si tu fais un masque, en fait, tu pourrais très bien dire, là, ça, je le charge, ça, je le charge, ça, je le charge, mais après, comme il reste que 3 éléments à la fin, ça, je ne les charge pas en fait. Et du coup, en faisant mon load qui est un masque, mon multiply qui est un masque et le add qui est un masque à la fois, il ne va jamais overload, il ne va jamais out of bound en fait. Parce que tu lui as dit, charge que les 3 premières valeurs. Et du coup, il faut utiliser aussi le masque pour les opérations qui suivent. Oui, parce que sinon, en fait, il y aura des valeurs aléatoires ou random, ce qu'il y avait avant, en fait. Il y aura des valeurs random dans le registre, en fait, parce que c'est un registre. Et c'est ce qu'il y avait avant. Donc, si vous ne voulez pas des valeurs random, sinon, ça fait une bonne CVE et ça peut être cool pour certaines personnes. Donc là, on a vu, ça somme toujours dans le même registre. Est-ce qu'on pourrait faire exactement la même chose que ce qu'on a fait dans la version scalar? Alors, hop. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement l'appeler 0. On va en avoir 8. C'est un peu répétitif de temps en temps. Je n'ai pas envie de vous montrer ma librairie d'algèbre linéaire parce que c'est ça, mais en mode beaucoup plus relou. Mais ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est quand même pratique. Plus du max.length times 0. Hop. Attends, autrement. On va faire que 4 fois parce que c'est un peu long aussi. Alors. Tac. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement, donc on a les variables de résultats. Quoi? Oui. Donc en fait, ici, on va charger. Donc là, en fait, on va charger 4 vecteurs en tout, en fait. Donc le premier vecteur, on va bien prendre un index i. Le deuxième vecteur, on va le prendre un index i plus la taille du vecteur. Le troisième vecteur, on va le charger i plus 2 fois la taille du vecteur, et la troisième fois. Et donc, à chaque fois, on charge de x, de y, de z, etc. Donc là, par contre, il ne faut bien pas oublier de multiplier, parce que sinon, on aura des petites out of bound exception, ça ne va pas être drôle. Et hop, donc pareil, l'addition est commutative, c'est magique. OK. Et là, on va faire un V0, tac. Hop, donc là, on va simplement prendre tous les vecteurs, add chaque lane, le mettre dans la variable globale. Et voilà. Là, au final, tu t'arrêtes même encore plus vite qu'avant, parce que là, tu n'es plus à... Alors là, je vais faire... là, je sais que donc 8, 32 trucs. Donc, en fait, cette loop fera au maximum 31 éléments. Après, c'est un trade-off, bien sûr. Donc, si on a quasiment que des loops de taille 8, en fait, tout ça, c'est que de l'overhead. Ça ne sert à rien. Et on va taper que ça. Et si on a, dans le benchmark, c'est un peu artificiel, mais on sait qu'on a 100 000,
eh ben, on va principalement être dans cette loupe-là. Du coup, l'overhead de setup ces vecteurs, de faire tout ça, vaut le coup, puisque c'est 8 fois, c'est beaucoup plus rapide. Donc, c'est pour ça. GMH est un peu magique là-dessus. Ça vous permet vraiment de mesurer. Parce que sans mesure, on est un peu aveugle. Et on va regarder l'assembleur. Alors, notre nouveau baseline, c'est vector, parce que du coup, il est plus rapide que l'autre. On était à 48, à 44. Je crois qu'il y a un problème. Ça ne va pas faire tout tourner. Pourquoi? Oui, j'oublie tout le temps. Ne pas oublier de faire le benchmark à côté. Okay. En fait, je le vois à l'ETA qui dit à peu près combien de temps ça attend encore combien de temps avant la fin des benchmarks. Et du coup, là, je savais que c'était 10 secondes. Je sais qu'il y a 2 itérations de 5 secondes chacune. Ça va faire tourner 15 benchmarks. Donc là, c'était le code qu'on avait vu avant. VP add, ça rajoute dans YMM0. On était à peu près 44, 45. Bon. Et là, on est à 46. Bizarre. C'est moins rapide, donc je vais vérifier. Je vais sûrement planter dans le code quelque part. Mais... Le test, il tourne sur ton MacBook? Alors, il ne tourne pas sur MacBook, il tourne sur un vrai PC à la maison. C'est un mois. Ouais, alors déjà, il n'y aurait pas de x86. Non, et c'est un très bon point. Les laptops sont terribles pour tout ce qui est benchmark à cause de fluctuations de la température, et le laptop sur Intel est particulièrement bon. x86, il n'y a pas que Intel, est particulièrement terrible là-dessus parce que quand un laptop chauffe, il ne peut pas difficilement juste faire tourner un petit fan pour refroidir le truc. Et du coup, l'enveloppe de température est mauvaise sur un laptop, et du coup, ça chauffe, c'est obligé de réduire la performance automatiquement. C'est très difficile d'avoir des vrais chiffres sur un laptop. Le mieux, c'est d'avoir un serveur quelque part. Et là, en général, c'est beaucoup, beaucoup plus stable. Donc là, on a une petite accélération. C'est un peu mieux. Je me souviens d'avoir de meilleurs chiffres, mais c'était pas... voilà. Ça va un peu plus rapidement. Et si on regarde les adds particulièrement, on voit ça va bien dans des registres différents. Donc, mais ça ne va pas dans un registre très différent. Bon. Donc voilà, donc il y a une petite accélération avec ça. Je vais juste... L'accélération, elle vient de la même chose que tout à l'heure. Il peut faire les différentes opérations vectorisées. Exactement. Parce qu'on voyait bien que dans la version d'avant, ici, on met tout dans le même registre de destination. Donc en fait, le problème de la machine, c'est qu'elle voit ça. Elle dit, comme je prends... Donc là, je stocke dans YMM0. Après, je prends la valeur de YM0 et je lui additionne 10. Après, je prends les états. Donc en fait, il ne peut pas savoir quelle sera la valeur de celle-là avant d'avoir exécuté celle-là, avant d'avoir fini d'exécuter, etc. Alors que, donc en fait, il y a une dépendance. Alors qu'à ce niveau-là, là, il stocke dans 0 et il prend 3 dans la suivante. Donc en fait, il sait qu'il peut très bien exécuter celle-là, même avant que celle-là ait fini d'exécuter, parce qu'il n'y a pas de dépendance entre les deux. Il va juste falloir qu'il attende de celle-là, mais il y a une autre instruction entre les deux, du coup. Voilà. Donc pareil, 0, 3, etc. Ma question, c'était aussi, les CPU Intel, ils ont plusieurs... Les CPU Intel peuvent faire plusieurs opérations vectorisées en un cycle? De manière générale, ils peuvent exécuter beaucoup d'instructions en parallèle. Et les M1 particulièrement, ils ont vraiment poussé ça très très loin, mais ARM aussi en général, de par les qualités, pas la qualité, mais de par comment est-ce que ARM fonctionne, en général, permet d'exécuter encore plus d'instructions en parallèle. Okay. Je me demandais, parce que comme c'est déjà un vecteur, je pensais qu'éventuellement, il n'avait qu'une à la fois. Alors, en fait, le problème des vecteurs, c'est pas tellement que ce qui va souvent bloquer dans la vitesse de tout ce qui est vectorisé, c'est pas tellement
à quelle vitesse tu peux exécuter les instructions. Ça va être, pour un algorithme de vectorisé très, très optimisé, hein, c'est à quelle vitesse est-ce que tu peux charger les valeurs depuis la mémoire dans ton CPU. En général, c'est ça qui va être beaucoup plus lent. Parce qu'en fait, comme tu peux faire 8 jusqu'à, par exemple, pour des int, hein, ou pour des, même juste pour des non, c'est des doubles, donc c'est 4 fois. Comme tu peux charger en une seule instruction 4 valeurs de double, alors qu'avec une instruction normale, pour une instruction, c'est une valeur. En fait, tu changes complètement la balance. Tu réduis le nombre d'instructions par la quantité de données. Donc, en fait, tu mets beaucoup plus de pression sur ton pipeline de données que sur ton pipeline d'exécution des instructions. Donc, en fait, ça switch ta balance. Donc, ARM, par exemple, les M1, ils avaient fait beaucoup de bruit là-dessus, mais ils peuvent charger quoi, 100 gigabits seconde depuis la RAM, etc. Ce qui est en fait magique pour ce genre de truc, parce que tu passes de 50 gigas à 100 gigas. En fait, tu enlèves complètement le bottleneck de charger la mémoire pour exécuter une instruction dessus. Tu le changes de nouveau vers combien d'instructions tu arrives à exécuter, en fait. Donc, voilà. Donc, après, si on veut s'amuser, est-ce qu'on arrive à enroller encore plus? Eh bien, on peut. C'est magique. Ça fait plein d'instructions. Mais comme on verra, eh ben, ce n'est pas très rapide. Et c'est intéressant de pourquoi est-ce que ce n'est pas plus rapide. Donc là, hop, vector. Ouais, si. Merci. Hop. Ah bah, je l'avais même supprimé, tu vois. Hop, et après, on va voir la simple bien ce qui va se passer. Simplement. Oui, on peut le montrer après si tu veux. Donc là, hop. Après 44, 45. Bon, je n'ai pas mis la version Unroll, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez 35. Avant, on était à 45, 47. Ça casse encore plus de performance. Et là, on voit pour les stores, on va faire ça court, à peu près 15 000 stores sur le Unroll lot. Et là, on a à peu près 140 stores sur le Unroll. Donc, 10 fois plus de stores, ça coûte en fait. Et là, je pense que là, en fait, on le voit encore plus que la version d'avant. La version en scalar, on ne voyait pas des grosses différences de perf parce que, en fait, là, on stocke 4 fois plus de données par instruction sur la stack à chaque fois. Donc, en fait, le trafic mémoire est beaucoup plus important. Voilà. Et aussi, à quel point ça peut casser votre performance, c'est que là, en fait, toutes ces données, il n'y a quasiment pas les données, en fait, ne vont pas jusqu'en RAM. Elles restent dans le L1. Et le L1 qui est censé être extrêmement rapide, qui est censé prendre 10 nanosecondes pour l'accéder. En fait, le problème, c'est que si on fait 10 000 fois plus de 10 nanosecondes, ça commence à coûter. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de réduire ce genre de coût. Et ça, je répète tout le temps, mais ça, on sait uniquement parce qu'on utilise les bons outils. Donc, dans ce cas-là, GMH est quand même assez extraordinaire. Et c'est vraiment, avoir les bons outils, ça permet vraiment d'avoir les bons trucs. Donc voilà, donc là, on va rapidement passer à un autre problème. Je ne sais pas on est comment au niveau temps. Ok. Je vais passer à un autre petit problème. Je vais aller un peu plus vite. Mais ça permet un peu de montrer d'autres problématiques avec les SIMD en général, hein, et du coup Vector API en Java, de comment est-ce qu'il y a un peu une nécessité de réfléchir quelquefois un peu différemment aux différents problèmes. Donc, comme on a vu sur le premier exemple, le vector.product, l'avantage, c'est que chaque opération sur chaque tableau est complètement indépendante des autres opérations sur les autres éléments du tableau. Dans le cas, par exemple, du polynomial hashcode, qui est à la base de, par exemple, string.hashcode ou arrays.hashcode, qui est utilisé, vous utilisez une hashpub en Java, je suppose. Vous avez déjà utilisé une hashpub en Java. Dès que vous faites en fait un hash d'une valeur, ça va utiliser ça. Donc, si vous avez un string en key ou un tableau en key, ça peut arriver, vous utiliserez ce code-là. Donc je n'aimerais même pas, mais un ancien employeur, il se trouve qu'il gérait énormément de données, qu'ils ont buildé des index.
Et du coup, ce code est exécuté énormément sur littéralement des pétabits de données par laps de temps. En fait, si on peut l'accélérer, ça permet de sauver énormément d'argent. Mais surtout sauver la planète parce qu'on quasiment ne sait plus. Donc, comment est-ce que ça se calcule? Donc, il y a cette petite formule là qui est un peu arcane. En fait, on va prendre le premier élément, on va le multiplier par 31 exposant n-1. On va prendre le deuxième élément, on va le multiplier par 31 exposant n-2, etc. Donc, juste pour faire très très simple, hashcodes, une implémentation très simple, scalar, donc ça prend quoi? On va dire que ça prend un tableau de int, val, donc ma valeur initiale c'est 0, et on va faire for int equal 0, I val.length, I++. En fait, vous verrez, si vous regardez l'implémentation, ça fait un peu ce code-là. C'est tout simple, hein. C'est vraiment l'implémentation est comme ça. Et c'est implémenté encore, parce que la PR n'a pas encore été mergée, mais c'est littéralement comme ça que c'est implémenté dans le string.hashcode, dans arrays.hashcode, c'est cette boucle-là. Dans arrays, c'est 1, mais ça, c'est un autre problème. Du coup, on prend simplement la valeur existante, on la multiplie par 31, et on rajoute la valeur de l'élément actuel du tableau. Donc en fait, là, le problème qu'on a, c'est que on peut voir que la valeur finale, ou la valeur de chaque boucle, de chaque itération de la boucle, dépend de la valeur d'avant, en fait. Donc là, tout de suite, c'est un peu différent de comment est-ce qu'on peut l'accélérer. Donc, hashcode benchmark. Donc, on va avoir un peu le même schéma de scalar, scalar, etc. Je pense que vous en doutez maintenant. On va fermer ça. Donc, voyons voir. Faisons tourner tout ça. Donc là, on va faire pas dot product, mais codes. On va faire tourner scalar. Hop, et on va faire perf ASM. Okay. Donc pareil, GMH, maintenant vous devriez avoir l'habitude. Donc là, on a à peu près 16 opérations par milliseconde. Et c'est des tableaux de nouveau de taille 100 000. Voilà. Hop, regardons l'assembleur. Donc là, je ne sais pas si vous avez noté quelque chose. Est-ce que vous voyez, bon, je ne vous ai pas trop laissé le temps, hein, mais est-ce que vous voyez une multiplication là-dedans? N'importe quelle instruction. En fait, là, c'est que Hotspot essaie d'être très intelligent et de dire, en fait, une multiplication par 31, c'est une multiplication par 32 moins la valeur initiale. Or, 32, c'est 2 exposant 5. Donc, en fait, on peut très bien le shift left de 5 et on fait un sub. Donc, ici, on a un shift left suivi d'un sub. Et après, on a le add, on le rajoute dans la variable de résultat. Donc là, on a un move. Oui, après, on a le add on charge de mémoire la valeur du tableau et on le rajoute dans le truc. Donc voilà, donc là, déjà, on n'a pas de mule, mais voilà à quoi ressemble le code. Donc c'est une loop, de nouveau, unrollée automatiquement par le compilateur. Et on va exécuter ça plein de fois. Là, c'est magique. Je le vois tous les jours, hein, mais je suis toujours bluffé par ça. Ça met des petites flèches pour dire les boucles, c'est génial. Je recommande GMH et ça pour apprendre l'assembleur parce que ça permet vraiment on voit son code Java, on voit le code assembleur qui est à côté. Si c'est des boucles assez simples, si c'est du code assez simple, on voit vraiment le one-to-one. Et avec ces petits trucs, là, c'est magique. Je ne peux que vous le conseiller. Donc, je sais déjà que je vais faire un scan roll. Donc, même chose qu'avant, hein. On a vu que qu'est-ce qui se passe si on essaie de donner un peu plus d'informations au compilateur. J'allais dire d'être plus intelligent que le compilateur, sauf que on a quand même bien besoin du compilateur, donc est-ce qu'on ne peut pas simplement l'aider un peu? L'aider à être plus intelligent, en fait. Hop. Donc,
on va faire la même chose. Là, on va faire loop bound file.length 8. Je vais copier la loop avant de continuer. Je la retape. Donc là, on a à peu près exactement le même schéma qu'avant. Il n'y a rien de magique. Mais après, la question, c'est comment est-ce qu'on va unroll cette loop? Est-ce qu'on peut faire ça, hein? 4, 8. On peut très bien faire ça. En soi, c'est pas faux. C'est ce que le compilateur fait pour nous, en fait. 2, 3. Mais il ne peut pas les exécuter. Exactement. Mais le problème, c'est que cette valeur-là dépend de cette valeur-là, qui dépend de cette valeur-là, etc. Et du coup, en fait, le CPU n'arrive pas à être assez intelligent pour l'accélérer. Mais du coup, qu'est-ce qu'on se dit, en fait? Cette valeur-là, qu'est-ce que c'est? C'est cette valeur-là. Mathématiquement, c'est correct, ça. Cette valeur-là, pareil, c'est ça. Etc. Je vais vous l'épargner. Hein. En gros, c'est égal à res fois 31 fois 31 fois 31, c'est 8 fois en gros. Ça aura du sens dans une seconde. Hein. Je vous jure, ça a du sens. Ça fois ça, plus ça. Alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, en fait, là, à la fin, on ne devrait pas en avoir. Alors, on a celui-là. Voilà. Donc, en plus, c'est magique parce que ça aligne. Donc, mathématiquement, c'est la même chose. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, donc là, pareil, je ne vais pas le calculer à la main. Hop. En fait, mathématiquement, c'est exactement la même chose que ça. Donc là, on a SRC, donc le dernier élément, on multiplie par 1 qui est 31 exposant 0. Si on multiplie par 31 exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ces valeurs-là, en fait, c'est simplement 31 exposant 8, mais wrappé, parce que du coup, les ignes, ils font que 32 bits. 31 exposant 8, ça ne tient pas dans 32 bits, donc en fait, ça wrap. Je crois que ça wrap à peu près exposant 8, en fait. Parce que du coup, ça fait 5 fois 8, ça fait 8, 16, 24. 8, 16, 32, ça fait plus que 32. Du coup, c'est pour ça que ça wrap. Parce que du coup, c'est shift left 5 fois 8, en fait. Donc, ça fait plus que 32. Donc, voilà. Je regarde en résultat, ça sera plus intéressant. Scalar ou scalar, unroll. Quand fail SRC. Je n'ai pas les mêmes noms de valeurs. Donc là, on avait ce qu'on avait avant. Bon, toujours, hein. Ça n'a pas changé. Avant. Vous pensez que ce sera combien de fois plus rapide? Je dis un chiffre. Hein. C'est maximum 8 parce qu'on ne fait que 8 opérations à la fois. J'ai un pari sur 4. 4, ouais. 5. Alors là, on fait 8 valeurs à la fois. Donc, potentiellement. Ouais, mais il n'y a pas autant de ports. 2 fois plus rapide. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, on retrouve qu'un seul shift left sub parce qu'en fait, c'est une optimisation, c'est une décommunication juste pour multiplier par 31. Et après, on voit imul, qui est l'instruction de multiplication. Et en fait, on retombe exactement sur le même problème qu'avant. Et en fait, on se retrouve à additionner toujours la même valeur. Donc, certes, le multiply n'est plus dépendant entre les valeurs, mais l'addition l'est toujours. Donc, en fait, on est un peu bloqué par ça. Donc, là, en fait, on a une option. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, en fait, on voit qu'on additionne toujours dans le même res. Donc,
l'addition retombe toujours la même. Donc ça, c'est un peu, c'est pas forcément de manière, là comme ça, est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on pourrait améliorer les performances ou pas? C'est d'accord, mais en fait, le problème du vecteur, c'est que on pourrait vectoriser cette multiplication de nouveau, mais on ne pourrait pas vectoriser l'addition. Ou alors, autre question, comment est-ce qu'on pourrait vectoriser l'addition? Parce qu'en fait, là, c'est équivalent à égal à res plus, bon, ça va être la mathématique, mais in vector from array. Donc c'est là où il y a l'intérêt, c'est un fixed length, val, i. Vous en reduce à chaque tour de boucle. Exactement. Point multiply par my magic of 31 backward. Ça, c'est des multiples de 31. Hein. Point reduce lanes. Add. C'est strictement équivalent, en fait. Mais sauf que ce reduce lane, en fait, c'est difficilement vectorisable. En fait, ça casse un peu tout ce qui est vectorisation. Donc, toujours ce qui est le mieux, c'est de ne pas faire de reduce lane. Parce que reduce lane, justement, ça passe de l'ensemble des vecteurs à l'ensemble des scalaires, et du coup, ça a un certain coût. Donc, comment est-ce qu'on pourrait... Reprendre la formule de base avec vraiment les puissances. Je sais pas, il y a une opération puissance ou pas? Non. Calcul de puissance. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque tour de boucle, en fait, le résultat multiplie par 31 exponent 8. D'accord. Donc en fait, à la prochaine itération, si on copie ça, hein, 16 et 16. Donc là, hop, on va faire plus 8. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça, si on rajoute ici, on voit déjà que on multiplie 2 fois le res. Et surtout, on a besoin de multiplier tous ces éléments par 31 exposant 8. Vous voyez le petit trick ou pas? Donc en fait, on se rend compte qu'à chaque tour de boucle, en fait, on est obligé de faire ça à chaque fois. C'est juste passer de 8 à une boucle de 16. Et en fait, c'est équivalent à multiplier les 8 premiers éléments par 31 exposant 8 et les suivants par 31 exposant 0,297. Et après, les premiers éléments de nouveau par 0,297. Vous voyez ou pas? OK. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, ça, c'est des constantes. On peut les sortir de la boucle. On peut les sortir de la boucle. 0. Là, on va le faire en mode scalaire, mais dans un vecteur en gros. 7. On va faire res0 égale res0 fois ça. Alors, ça ressemble plus à du Java. Hein. C'est du Java. C'est magique. OK. OK. Ça, on va l'enlever. On va revenir un peu à la version d'avant. Plus égal 8. Res. Et quoi, je crois que ça peut équivalent à ça. Voilà. En gros, ça va être ça. Donc après, là, on peut noter que quand on commence, res égale 0. Donc en fait, on va simplement 0 égale 0 fois une valeur magique fois 0 fois 0 fois 0, donc ça ne sert à rien. Et là, res, on pourrait faire plus égal.
Donc, je crois que c'est correct. Voilà. En gros, ça fait ça. Alors, bien sûr, le mieux, ce serait d'avoir des tests. Hein. C'est bon. Dans la boucle, c'est pas des plus égales? Si, exactement. Si. Ouais. Non, je me demandais si c'était pas des multipliés égales, mais non, c'est des plus égales. Bon, on a pas besoin, c'est du bruit là, mais c'est pas grave. Voilà. Je suis perdu. Pourquoi c'est tout la même valeur Parce qu'on multipliait par 31 exposant 8. En fait, c'était le... J'aurais peut-être dû garder le code. Ça, c'était parce que tu étais passé à 16. Tu faisais 31 exposant 8 sur la moitié de valeur. Tu faisais une de 16. On passe à 8, je ne comprends pas trop. Parce que c'est je sais plus comment t'expliquer. Je sais pas comment t'expliquer tout de suite, mais c'est correct. Je suis désolé. Parce que de A plus B, c'est la code de A fois length de puissance plus la code de B. Oui, ça va être ça. En fait, si les maths vous aimez bien ça, il faut écrire l'équation à la main. Celle-là, là. Il faut l'écrire à la main et après, ça devient assez clair pourquoi est-ce que ça marche. Mais je vous jure, ça marche. Mais en gros, voilà. Bon. Alors, prenons un exemple. Exactement. En fait, si tu as par exemple l'élément si tu écris ouais. Mais tout ce que je peux vous encourager, c'est de d'écrire l'équation à la main et ça devient clair pourquoi est-ce que ça marche. J'ai perdu le reste. Okay. Et... Bon, je n'ai pas fait ça. Mais du coup, en mode vectorisé, ça va donner ça. Bon, ça va donner ça. Donc, on a bien nos puissances de 31, donc 31 exposant 8, 31 exposant 7, etc. On a notre VRS qui est 0, Vnext qui est 31 exposant 8, donc l'index 0 de Power of 0 and backward. On va bien l'exécuter sur l'ensemble de la valeur en exécutant sur... Donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir un vecteur de taille fixe, parce qu'on sait que c'est des int, 32 bits. On sait que c'est un vecteur de taille 256 bits, donc on sait qu'on fait 8 int à la fois. Donc, c'est là où c'est intéressant de ne pas simplement dire imax, parce qu'en fait, max, ça peut être... si vous avez de l'intérêt avec 512, ça peut être 512 bits, ça on le sait. Mais ARM a ce qui s'appelle par exemple le Scalable Vector Extension, où par définition, la taille des vecteurs n'est pas définie. Donc ça permet d'avoir des vecteurs de taille 256 bits, 512 bits ou 2048 bits ou 4096 bits. En fait, le hardware fait un peu ce qu'il faut. Donc dans ces cas-là, c'est un peu difficile de s'adapter. Donc voilà. Et là, voyons voir à quel point c'est plus rapide. Vector, sauf que il faut que ça j'enlève le code. Donc pareil, vous pensez que ce sera combien de fois plus rapide? Dites un chiffre. Donc là, on est passé de...
On est passé de... Le problème là qu'on avait, c'était que ça faisait une addition à chaque fois dans la même valeur. Là, il n'y a plus ce problème-là, parce qu'on additionne à chaque fois dans 8 valeurs en parallèle. Tu dépends quand même de la valeur de la boucle. Je dépends toujours de la valeur dans la boucle d'avant. VRS égale VRS, point quelque chose. Mais j'en fais 8 en parallèle. On est 2 fois plus rapide. Alors. Donc là, on avait bien le add, donc qui charge plus la mémoire. On a le move, le shift, c'est génial. On stocke toujours dans la même R8T, à chaque fois R11. Là, il essaie d'être un peu intelligent. Voilà. Mais là, au final, en fait, on fait toujours dans le même registre. Hein. On fait 8 opérations par instruction, mais on arrive toujours dans le même registre, en fait. Mais du coup, c'est un peu plus... voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on unroll ça? Pareil, je vous avoue que je ne vais pas l'écrire. J'écris avant, parce que ça, c'est un peu chiant à arriver. Voilà, donc là, pareil, hein, c'est 31 exposant 32, 30, 31, 30, etc. On a dans 8, tout ça. Tout ça, j'ai fait un JShell, j'ai fait une boucle, j'ai printé les valeurs parce qu'arriver à la main avec ça, c'est un peu... Voilà. Donc là, j'ai rajouté un petit assert pour dire c'est bien 8, parce qu'on fait bien 8 valeurs à la fois. Donc j'ai mon VRS qui est 0 au début. Je charge depuis mon tableau source, je charge un index i plus la taille du vecteur fois 0, fois 1, fois 2, fois 3, fois 3. Exactement pareil que le product. Ça, il n'y a rien de nouveau. Très bien, VRS0 égale 0, VRS.mul vnext. Donc vnext, en fait, c'est la valeur 31, 32 que j'ai broadcast. Donc en fait, j'ai pris une valeur scalaire et je l'ai mis dans toutes les lignes du vecteur. Ça, c'est une instruction. Bon. Ces instructions n'ont pas besoin d'être rapides. Hein. De nouveau, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des grands tableaux. Et du coup, c'est amorti. Ce qui est intéressant, c'est que cette boucle-là tourne très, très, très vite. Donc, hop, mul.add. Voilà. Et après, on a nos petites... il ne faut pas oublier de multiplier par donc nos constantes, celle-là en fait, 31 exposant 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jusqu'à 31, qu'on charge et qu'on fait un add à la fin. Et du coup, hop, vector. Alors, l'usage, tu as dit, c'est pour des hashmaps. Pour un hashcode d'un string ou d'un tableau. C'est... Du coup, ça sera si long que ça? Ça peut dans certains cas, et dans d'autres cas, ça n'est pas forcément. Mais... Tu ne mets pas des strings de 100 000 caractères en clé de hashmap? Il y en a qui ont ce problème-là. En fait, ça amortit même à 32 caractères, c'est beaucoup plus rapide. Donc 32 caractères au plus, c'est déjà beaucoup plus rapide. Peut-être 32 parce que, dans mon cas ici, je unroll 4 fois, donc 8 fois 4, 32. Et du coup, dès que ça atteint 32 caractères, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça vaut le coup. J'aurais pensé que c'était beaucoup plus que 32 le seuil pour rentabiliser. Non, parce que au final, en fait, exécuter ça 32 fois est quand même plus important que faire ça, plus faire... En fait, l'accélération là-dessus est tellement importante que malgré le coût supplémentaire de ça, c'est quand même plus rapide que de faire ça 32 fois. Donc, quand je dis amortir, c'est pas un broadcast, un 0, etc., c'est quand même très, très rapide. Hein. Mais c'est quelques instructions, mais si on le fait 2 fois, si c'est pour 2 éléments, ça vaut pas le coup. Si c'est pour 32 éléments, dans ce cas-là, ça vaut le coup. Et du coup... Ok, donc là, c'est bon. Donc là, on était à peu près à 16 sur la version Scalar. Voilà, 98. Donc on est juste sur warm-up, ça monte à plus 130. Donc on a à peu près 130 divisé par 16.
8,125 fois plus rapide. Après 8, quoi. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, en fait, la data dependency, en fait, vraiment kill la performance sur ça, quoi. C'est le fait d'avoir changé l'algorithme et d'avoir vectorisé, en fait, on a vraiment un gain énorme par rapport à ça, puisqu'on a cassé la dependency, en plus on a parallélisé et mis toutes les données d'un coup, quoi. Parce que, ouais, là, on peut voir, le add, il se fait dans 0,1, 0,1. Non, 0,1. Il y a un 6 là. Il y a un 4. En fait, il fait dans différents registres. En plus de unrolling 4, le compilateur a unrollé encore un peu plus. C'est pour ça qu'on voit des répétitions. Mais voilà. Ça permet de charger beaucoup plus, en fait. Et du coup, là, on a un peu maximisé la performance de tout ça. Des questions? Donc voilà quoi ressemble. Ceci est vraiment du code Java. On ne dirait pas comme ça, mais c'est du Java. Slideshow. OK, c'est bon. Voilà, donc ça c'était les deux problèmes. Donc juste pour wrap up, donc on a vu un peu les Vector API. On a vu une introduction assez rapide à Cindy et surtout au problème de paramètres de données. On a vraiment vu JMH. Je vous encourage fortement à, si vous faites des travail d'amélioration de performance, JMH est vraiment votre ami. Ça permet d'avoir un peu une baseline un peu propre et ça vous facilite énormément de choses. On a vu aussi un peu des outils de profiling. Donc là, dans notre cas, Perf. JMH also supporte Async Profiler, supporte plusieurs choses. On a vu un peu d'assembleur et aussi des propriétés du CPU, donc les caches, les instructions, etc. Donc, je veux vraiment appuyer sur l'importance d'avoir un peu des goals et de mesurer contre ces goals. JMH vous aide vraiment là-dessus. Mais sans mesurer, on n'est pas capable de savoir combien améliorer et surtout pourquoi on a amélioré. C'est quand même important à comprendre parce que sinon, on est un peu aveugle, on essaie d'avancer, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment est-ce qu'on y va, mais on avance. Et quelquefois, on peut voir des améliorations, mais on voit rarement toutes les améliorations possibles parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a une amélioration. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Et aussi, en remote, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer. Je regarderai. Je regarde. Tu regardes. Ah oui, il y a... Je peux montrer ton... Alors, il y a JP qui a trouvé une petit diagramme. C'est un vieux parce que c'est Aswell, je ne sais plus où, il y a des archives. Il y a encore beaucoup de CPU Aswell dans le monde. Oui, non. Ah non, j'espère que je n'ai pas cliqué sur mon bouton. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah non, je crois que c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon. Ouais. C'est un peu lent. C'est un Intel, hein, c'est pour ça que c'est lent. Petite blague. Alors, je vais essayer de zoomer. Donc, en fait, ouais, les CPU... donc, quand un CPU charge une instruction, il faut d'abord qu'il la décode pour savoir quelle instruction c'est. C'est la décode queue. Après, il va possiblement réordonner les instructions basées sur la dépendance de données qu'on a vu exactement avant. Il va se dire, tiens, cette instruction dépend sur une donnée qui n'est pas encore finie, parce qu'en fait, un CPU est capable d'exécuter plusieurs instructions en parallèle. Du coup, il va dire, si l'instruction suivante n'a pas de dépendance actuelle, je peux commencer à exécuter la suivante et attendre que l'actuelle, voilà. Et en fait, après, par exemple, s'il voit deux loads de mémoire, et si elles ne sont pas dépendantes, il va mettre le premier load dans le premier port, il va mettre le deuxième load dans le deuxième port, et s'il y a une troisième instruction de load, il va dire, je n'ai pas de port prêt, mais quand il y en a un des deux ports qui est disponible, je vais mettre dans le port qui vient de se libérer. Et après, par exemple, pour les load store, la vitesse les instructions, ça s'appelle, elles sont retired, donc quand elles ont fini d'être exécutées, ça va dépendre, est-ce que la donnée est en cache ou pas. Et du coup, moins la donnée est en cache, donc level 1, level 2, level 3, etc., plus ça va prendre de temps pour exécuter ces load store, du coup, voilà.
Integer, LU, LEA, ça va être par exemple des LU, c'est Arithmetic Load Units, donc ça va être tout ce qui est addition, soustraction, etc. Pareil, il y en a plusieurs, etc. Donc il peut, par exemple, ici, il peut exécuter 1, 2, 3, 4 additions ou multiplications en parallèle. Ensuite, on demande une cinquième, et ben, il va dire là, je ne peux pas, là, j'attends qu'il y ait un des ports qui se libère, etc. Et après, on peut voir que c'est partagé. Donc, par exemple, le port 0 est chargé de integer du shift, FMA. Ça, j'ai oublié de vous montrer, c'est pas grave. C'est un fuse multiple add, donc c'est en une seule instruction, on fait une multiplication, une addition. C'est extrêmement utile. En fait, si vous avez déjà fait de l'entraînement d'intelligence artificielle, en dessous, en fait, vous avez multiplié des matrices et en fait, ça spamme le CPU avec des fuse multiple add, des instructions. Et ça en fait littéralement des milliards par seconde. Donc là, on voit le vecteur, c'est surtout support 0, 1 et 5. Donc voilà. Et aussi, c'est pour ça que les divisions sont lentes, entre guillemets. C'était particulièrement le cas il y a 30 ans, moins maintenant, mais parce qu'il n'y a qu'un seul port qui fait les divisions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Déjà, merci pour la présentation. Tu as parlé un moment d'instructions à 512 bits, et là, sur le schéma, je ne les vois pas. Et si j'ai bien retenu, même quand on était vectorisé avec les registres YMM, tu as parlé de 256. C'est pourquoi? C'est parce que sur ton processeur, il n'y avait pas ces instructions-là, ou il y a quelque chose qui empêche de le faire? Oui, alors ce processeur que j'ai utilisé pour la démo, là, je ne l'ai pas, parce que c'est une instruction qui a été introduite il y a 4 ans, 5 ans, mais elles ont été introduites, elles ont été annoncées il y a 4 ans, 5 ans. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais sur les dernières années, Intel a eu un peu du mal à délivrer des processeurs vraiment de très haute performance. AMD les a un peu éclatés là-dessus, mais c'est un autre problème. Et du coup, en fait, il n'y avait pas tellement de processeurs qui supportaient ce FVX512. Là, ça devient de plus en plus commun. Mais du coup, à moins que tu aies acheté son CPU dans les 12 derniers mois, et à moins que tu aies acheté du très très haut de gamme, tu n'auras pas forcément cette instruction-là. Parce qu'en fait, c'est des instructions qui utilisent beaucoup d'énergie, qui chauffent. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. En fait, au début, c'était plus lent d'exécuter avec ces instructions-là, parce qu'en fait, ça faisait tellement chauffer, ça utilisait tellement d'énergie, que le CPU était obligé de se ralentir pour éviter de fondre. Littéralement, le CPU allait fondre, en fait. Il chauffait trop. Du coup, en fait, la fréquence baissait quand on utilisait ce genre d'instruction. Donc, en fait, pour optimiser un max, il ne fallait pas utiliser l'instruction. D'accord, merci. Ouais, j'avais plusieurs questions en fait. Si j'ai bien compris, quand tu unroll à la main, fondamentalement, le bon parallélisme d'unroll il dépend de l'architecture du CPU que tu utilises. Oui. Donc, comment, toi qui écris une lib d'algèbre linéaire, comment tu traites ce problème quand tu fais une lib et que tu ne connais pas forcément ta target architecture? Alors, très bonne question. C'est pas facile. Et en fait, tu prends un peu le lowest common denominator. Tu te dis, x86 a 16 registres, ARM a 16 registres, RISC-V en a 32, IVX512 en a 32, et tu vas optimiser pour 16 registres. Et donc, ma question suivante, c'était est-ce que dans l'API Java Vector, on a du support pour aider justement à cette discovery? Malheureusement, non. Voilà. Et est-ce que tu sais si ça a été porté vers d'autres archis? Alors, les architectures supportées aujourd'hui sont x86, 64 bits, ARM64, RISC-V, PPC S390 et je ne crois pas qu'elles sont supportées. Mais après, en fait, c'est les mainteneurs des ports OpenJDK sur ces architectures doivent rajouter le support et je ne suis pas sûr que ça ait été fait. Tu ne sais pas s'il y a eu un support pour le Neuron de AWS? Pour ARM64, c'est supporté. Non, pas ARM, le Neuron. Le coprocesseur qui fait exactement de la multiplication. Le Graviton 3? Non, c'est sur les machines 1. Je ne pense pas. Mais ça, c'est vraiment pour de l'accélération matérielle sur CPU. S'il y a un accélérateur externe, ce sera certainement plus... C'est peu probable, sauf peut-être sur Amazon Corretto, le AWS Corretto. Mais
sur l'OpenJDK open source, le Oracle, voilà, c'est peu probable qu'ils rajoutent au compilateur des supports pour des accélérateurs externes comme ça. Mais ce qui est parfaitement possible, c'est que tu aies une librairie Java, comme n'importe quelle librairie, hein, qui, elle, te dise bah, je veux faire une multiplication de matrice, bah, passe-moi tes deux tableaux doubles, dans lesquels voilà, un format un peu spécial pour ta matrice. Donne-moi ça, je te fais ta multiplication et je te la renvoie quand c'est fini. Oui, mais dans ce cas-là, un code qui serait écrit avec l'API Vector en Benchika, faut targeter l'accélérateur. Oui, mais ça voudrait dire que dans Hotspot, il faudrait rajouter le support pour l'accélérateur pour quand. En fait, la manière dont ces API fonctionnent, c'est que le compilateur, il va voir, par exemple, j'ai un appel vector.fromArray, et ben, il va, à travers des intrinsèques, il va compiler ça dans une seule instruction. Donc, pour avoir un accélérateur comme ça, il faudrait que dans l'OpenJDK, donc les sources upstream ou celui-là de Corretto, en fait, ils disent déjà, j'ai détecté que j'ai des accélérateurs et que quand je compile, j'ai détecté, j'ai l'intrinsèque en fait. Donc, cette méthode, je vais la compiler en gérant cette instruction. Amazon peut rajouter ça à Corretto, c'est parfaitement possible. Ouais. Tu ne sais pas s'ils l'ont fait en fait. Je n'ai jamais regardé. Merci. C'est une très bonne question. On peut regarder. Corretto, GitHub. Ce qui est pratique, c'est que l'OpenJDK est GPL et du coup, plus ou moins, tout le monde est obligé de l'avoir en open source. C'est génial. Alors aussi, l'API Vector est en incubateur parce qu'elle veut dépendre avant d'être shippée finalement sur Valhalla. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est Valhalla? Valhalla. Le projet Valhalla dans l'OpenJDK. Value class. C'est les value class, inline type, et plein de noms. Mais c'est en gros, aujourd'hui dans le langage Java, et même dans les JVM, il y a une distinction entre les valeurs primitives, double, int, etc., et les variables de référence, les objets. Une variable de référence est toujours un pointeur, en fait. Tu ne peux pas avoir pas un pointeur pour une référence. Et les seuls qui ne sont pas des pointeurs, c'est int, short, byte, double, etc. En fait, Valhalla ajoute la possibilité de dire mon objet, en fait, ce n'est pas forcément un pointeur. Ça peut être stocké comme une valeur primitive. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez fait du .NET, mais c'est comme les structs en .NET. C'est comme les... en fait, en C++, tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est comme si, en C++, par exemple, on peut soit faire un new et ça allouer sur la heap, et c'est comme un pointeur, ou alors ça peut être alloué sur un stack, par exemple. Et bien là, en fait, avec les inline type en Java, ça pourrait être aussi alloué sur un stack. Comme si c'était un double, comme si c'était un int. Donc, en fait, ils ne veulent pas shipper la Vector API de manière finalisée avant que ça se soit supporté. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Je n'ai pas pas le bon écran. Okay. Donc là, on est simplement sur Corretto. C'est Hotspot. CPU. Je ne pense pas. Enfin, je pense que ce serait là-dedans. Et après, bon, je vais vous montrer sur x86. AD. 64. Après, par exemple, on a où est-ce qu'il va être? Qu'est-ce que... je cherche le bon vector intrinsic. Alors ça va être dans le code. Donc là, par exemple, bon, j'ai pris un truc un peu aléatoire, hein, mais c'est... on va regarder l'ARM64. Et là, on peut voir qu'une opération vector load mask, donc on va faire un in vector.fromArray avec un mask,
va compiler à un SVI CMP. Et après, ça faudra aller voir quelle exactement instruction C2 génère. Mais en gros, c'est comme ça que ça va être fait. Donc, si jamais pour un accélérateur spécifique, s'il y avait des instructions un peu magiques à faire, qu'après le CPU redirige automatiquement l'accélérateur, il faudrait qu'il match un vector load mask. Dans la mémoire et tu me dis traite. Ouais, alors je pense que du coup, ça ne sera jamais supporté à travers la Vector API. Ce sera une librairie externe, en fait. Et la librairie externe aura un peu cette tête-là. Donc, Netlib ou BLAS, c'est un peu la norme de tout ce qui est... c'est la norme un peu de tout ce qui est BLAS, ça veut dire Basic Linear Algebra Subroutines. Et par exemple, là, vous avez toutes ces opérations, et la plus connue ou la plus utilisée, c'est DGEMM, Double Generic Matrix Multiply. Et du coup, en fait, ce que tu dis, tu lui dis le format de ta matrice A, le format de ta matrice B, le nombre de rows, le nombre de n, de k, etc. Et après, tu lui passes un double array A, ça va être ta matrice A, double matrice B, et après, l'implémentation, elle fait comme elle veut. Donc, elle peut faire sur le CPU à travers. C'est pas joli, hein, mais c'est DGET, voilà. Donc ça, c'est c'est le kernel de multiplication de matrice. Mais ça, c'est la version. Oui, c'est le kernel de multiplication de matrice sur CPU. Et du coup, là, on a vsum 0, on a from array A avec les offsets, etc. On fait un FMA, fuse multiple add, on le met dans sum 0. Pareil, on fait un kernel là de 3 par 3. Voilà. Le plus optimisé, ça serait faire un kernel de 4 par 3. Malheureusement, le compilateur C2 spill, c'est-à-dire qu'il va prendre un des registres, il va le mettre sur un stack, alors que ce n'est pas nécessaire parce qu'il utilise 15 registres. Ouais, 15 registres, même pas 16, mais du coup, l'allocateur de registre n'est pas assez intelligent dans C2 et du coup, il fait une erreur. Et du coup, ça casse performance. Donc là, je suis obligé de faire 3 par 3. Mais du coup, c'est un peu comme ça que, pour l'accélérateur, par exemple, il y aura une autre implémentation de ça qui dirait, mets cette donnée quelque part en mémoire, fais cet appel kernel ou fais cet appel librairie, fais cet appel machin, et après, la librairie, elle fait ça comme elle veut. Pas d'autres questions? Plus sur le... Ouais, ok. Y a pas de... On va pouvoir s'arrêter là et passer à la suite. Ça, c'était du... Oui, il n'y a pas d'autres questions. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous encourage à regarder l'assembleur. C'est marrant, l'assembleur, mais l'assembleur ne ment jamais. C'est-à-dire que on arrive le plus bas du software et après, s'il y a des problèmes avec l'assembleur qu'on a, c'est le problème avec nous et pas avec l'hardware. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'abstraction après ça. Bon, il y en a beaucoup, mais elles sont cachées. Voilà. Merci beaucoup. Merci.